Bienvenue à bord du flot de l'histoire Moussaillon. Je suis le capitaine Romain Rivière et je suis très content de te retrouver pour un nouvel épisode du flot de l'histoire. Donc si tu ne connais pas le flot de l'histoire, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je vais te présenter rapidement le concept. Donc le flot de l'histoire, c'est le podcast qui vogue à travers l'espace et le temps quand les vents lui sont favorables dans le but d'apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Donc arrime-toi bien et profite des alizés. Donc merci à toi d'être présent, vous êtes toujours plus nombreux à m'écouter et à me faire des petits retours sur le podcast, ça fait vraiment super plaisir. Donc maintenant, si tu veux soutenir le podcast, si tu veux m'aider en fait à développer ce podcast, qui est un podcast indépendant, t'as plusieurs manières de le faire. Tu peux d'abord me mettre une petite review de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le référencer. Si tu écoutes ce podcast en version vidéo sur YouTube, tu peux aussi mettre un petit like sur la vidéo, ça ferait vraiment super plaisir. Un petit pouce bleu, ça serait vraiment top. Tu peux aussi me suivre sur Instagram ou sur Twitch pour m'aider à développer ce podcast. Et si maintenant tu veux aller plus loin, tu veux me permettre de garder ce podcast indépendant pour qu'il affiche fièrement son drapeau noir, son drapeau pirate, parce que si tu l'as remarqué, ce podcast, il n'a pas de publicité, j'ai essayé de faire un podcast le plus sobre possible et le plus indépendant possible. Mais j'ai besoin de ton soutien pour m'aider à le développer. Donc tu peux le faire via Twitch, par une donation ponctuelle, ça m'aiderait vraiment énormément, ça ferait vraiment super plaisir. Tu peux le faire également aussi via Patreon, pour le prix d'un café en terrasse à Paris, tu peux devenir membre du flot de l'histoire. Et tu auras d'ailleurs accès désormais à la seconde partie de ces épisodes. Parce que désormais, les épisodes solo seront découpés en deux parties. Une première partie intéressante pour te donner envie, première partie qui sera libre d'accès, bien sûr comme toujours, mais la seconde partie sera réservée aux membres du flot de l'histoire, les membres qui me soutiendront sur la plateforme Patreon. Donc voilà, donc si tu veux accéder maintenant désormais à cette deuxième partie des épisodes, rejoindre les membres d'équipage du flot de l'histoire, n'a plus qu'à rejoindre sur Patreon. Donc tu peux le faire en allant sur www.patreon.com/le flot de l'histoire. Merci à Le Grand Saut pour sa donation, donc je te remercie beaucoup pour ton soutien au flot de l'histoire. Nous allons désormais partir direction le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle, même la fin du XVIIe siècle, à la rencontre d'un personnage historique incroyable, un personnage historique français que j'adore particulièrement pour nous présenter la thématique des excès. Il s'agit de Charles-Louis de Secondat, dit le baron de la Brède et de Montesquieu, qui est né le 18 janvier 1689 au château de la Brède, et qui est mort le 10 février 1755 à Paris. Montesquieu est né Charles-Louis de Secondat, il a hérité du titre de baron de la Brède de Montesquieu par son oncle en 1716 et également de la fonction de président amorti au Parlement de Bordeaux. Il était responsable d'une chambre, cela veut dire qu'il était responsable d'une chambre, notamment de la chambre pénale. Donc, Montesquieu, c'est surtout des publications, ce sont des voyages, ce sont l'étude des phénomènes politiques, des systèmes politiques, il est notamment connu pour la publication en 1721 des Lettres persanes, des lettres qui étaient une satire du gouvernement actuel de la France qu'il avait fait sous couvert d'un gouvernement étranger. Donc si tu ne connais pas cette lecture, je t'invite vraiment à la lire, c'est vraiment très très intéressant. Il y critique la monarchie, l'absolutisme, vraiment pour éviter en fait la censure de lettres qui sont vraiment très très intéressantes, très riches sur le système politique français. Un petit peu moins connu mais non moins important, il a publié en 1724 et 1725 Le Temple de Gnide et le dialogue de Sylla et Deucrate. Encore des textes assez politiquement engagés, mais qui sont vraiment aussi très très intéressants. De la considération sur les richesses de l'Espagne, et ensuite il est allé plus sur le volet politique, de 1732 à 1736, avec les publications de la réflexion sur la monarchie universelle en Europe, la liberté politique, et un ouvrage en 1734 qui s'appelle Considération sur les causes et la grandeur des Romains et de leur décadence. C'est ce dernier ouvrage qui va me servir de référence durant cet épisode pour te mettre en avant en fait les excès d'une société, comment les éviter, pourquoi les éviter et à quoi ils conduisent. Donc c'est un ouvrage qui se base sur l'Empire romain, comment l'Empire romain a perdu de sa splendeur, comment l'Empire romain a chuté, comme l'Empire romain a été vaincu malgré qu'il dominait le monde à son époque. Dernier ouvrage, non des moindres et peut-être le plus connu, le plus intéressant, qui va aussi me servir de référence lors de cet épisode, c'est la publication en 1748 de l'Esprit des lois. Donc là, il a vraiment publié un ouvrage assez dense, assez riche sur la loi, qu'est-ce que la loi, la nature de la loi, les principes de la loi, avec une dichotomie avec 3 types de gouvernement. Je vais y revenir plus tard, mais c'est un ouvrage très 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 dense, très intéressant pour tous ceux qui veulent comprendre un petit peu le phénomène politique, comment une société est gérée grâce à la loi. Montesquieu a d'ailleurs été aussi également
Reçu en 1728 à l'Académie française, il ne s'y est pas plu, il n'avait pas que des amis parce qu'il était, comme je te l'ai dit, il publiait des ouvrages très critiques, il a une pensée très critique de l'absolutisme français, de l'absolutisme et de la monarchie en général. Du coup, il est parti faire de nombreux voyages. Il est allé en Turquie, il est allé en Russie, il est allé en Italie, il est allé en Espagne pour ses recherches, pour ses ouvrages. Comme on dit, pour trouver des réponses, avoir des ouvrages les plus précis possibles, rien ne vaut l'observation, rien ne vaut la découverte, rien ne vaut l'immersion. Et bien c'est un concept qu'il a appliqué. Il a d'ailleurs été reçu, élu à l'Académie royale de Prusse en 1747. Il était aussi notamment reçu par nos amis anglais dans les plus hautes sphères d'Angleterre. Donc il ne s'est pas fait que des amis en France, mais dans d'autres pays, il a réussi quand même à avoir un héritage très important. Je vais passer désormais aux principes de Montesquieu, des principes phares qu'il a repris dans ses différentes publications, dans ses différents ouvrages. Donc un premier principe, un principe fondateur de la pensée de Montesquieu, c'est bien sûr la loi. Pour Montesquieu, la loi, ce sont les fondements sur lesquels se base la société et la régissent en tant qu'usage et coutume primordial, définissant les passions et les émotions des individus. Mais sont aussi, et notamment, les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Parce que du coup, il fait la différence, bien sûr, entre les lois de nature et les lois positives. D'ailleurs, il mentionnait l'esprit des lois comme le rapport entre les lois naturelles et positives avec les êtres vivants. Donc pour commencer, il nommait bien sûr les lois de nature, avec 4 étapes, 4 fondements de ces lois de naturelles, qui avaient 4 visées. Donc la première, c'était la paix, la deuxième, c'était celle de se nourrir, la troisième, c'est le désir mutuel entre les sexes, et la quatrième, non des moindres et peut-être une des plus importantes de sa pensée, celle de se constituer en société. Donc je rappelle, ce sont les 4 lois de nature, la paix, se nourrir, le désir mutuel et se constituer en société. Donc c'est lorsqu'on se constitue en société qu'apparaissent les lois positives, constituent 2 états, l'égalité et la faculté de supprimer le sentiment de faiblesse. Donc le fait de se constituer en société, ça donnait des droits, avec 3 types de droits importants, le droit des gens, les droits civils, les droits politiques. Dans les droits des gens, c'était ceux qui régissaient les droits entre les différents peuples, les droits civils, les gouvernés et les gouvernants. Donc les rapports entre eux. Et ce rapport entre ces différentes catégories, il l'appelait donc l'esprit des lois. C'est pour ça qu'il a nommé son ouvrage l'esprit des lois. Principe fondateur de la pensée de Montesquieu, c'était la nature des gouvernements. Pour lui, il s'agissait de la façon dont une société s'organise et se structure selon des concepts spécifiques ainsi qu'une organisation qui lui est propre et adaptée. Il y avait 3 types de gouvernement selon lui: la République, la monarchie et le despotisme. Donc le gouvernement il les a différenciés selon 3 critères d'application, qui étaient leur population, le territoire et leurs principes. Les principes correspondaient à la structure, qui sont les actions et les passions humaines. Pour le territoire, il préconisait qu'une république soit sur un petit territoire, une monarchie sur un territoire d'une grandeur médiocre, et un gouvernement despotique sur un grand empire. Ce qu'il faut savoir avec la pensée de Montesquieu, c'est qu'il pensait que le type de gouvernement devait changer en fonction de différents critères, dont le territoire. Dans la pensée de Montesquieu, il faut savoir que chaque type de gouvernement était bénéfique à un certain moment donné ou quand certaines conditions étaient remplies. Donc par exemple, quand il y avait un grand territoire, il fallait un gouvernement despotique, quand il y avait un petit territoire, une république. Donc chacun était adapté à des circonstances particulières. Il y a aussi des différences dans les lois, donc bien sûr dans une démocratie, dans une république, il y a une souveraineté qui est mise en place avec des principes d'égalité, de frugalité, d'amour de la patrie et de bonnes mœurs. Et dans un gouvernement despotique, à l'opposé, il n'y a ni loi, ni règle. Donc ces règles sont bien sûr les principes de bon fonctionnement. Donc l'égalité, c'est que les personnes soient égales devant la loi, la frugalité, dans la sobriété, et l'amour de la patrie, celle d'aimer son gouvernement, d'aimer son pays. Et donc tous ces 3 principes correspondent aux bonnes mœurs dans une démocratie. Il faut voir que Montesquieu à ce moment-là utilisait à tour le terme de démocratie et de république qui correspondait pour lui à une même entité. En tout cas, c'était pas aussi différent qu'à notre époque aujourd'hui. Il y avait ensuite les différentes caractéristiques. Donc dans une république, le militaire et les actions militaires, en tout cas les compétences militaires et civiles étaient non séparées, car les armes servaient à défendre la loi et les vertus. Donc les vertus, sûrement la vertu politique. Et dans une monarchie, au contraire, le militaire et le civil devaient être séparés, car les armes servent à acquérir la gloire et le prestige. Quel principe fondateur qui fait que ces gouvernements périssent? Eh bien, c'était la corruption. Et cette corruption, elle apparaît de différentes façons dans ces différents types de gouvernements. Dans une démocratie, elle arrive lorsqu'il y a une égalité extrême qui est recherchée avec les dirigeants, donc lorsque le peuple et les citoyens cherchent à être l'égaux de leurs dirigeants, lorsqu'ils cherchent à acquérir les mêmes fonctions, donc les mêmes pouvoirs, les mêmes prérogatives que les dirigeants,
et lorsque le succès conduit à l'orgueil et l'avarice. Voilà. Donc quand apparaissent ces phénomènes, c'est là que la corruption apparaît dans une démocratie, dans une république. Dans l'aristocratie, en revanche, c'est lorsque les jugements deviennent arbitraires. Donc quand les décisions politiques sont faites pour des considérations qui ne respectent plus la loi, mais par rapport aux avis personnels et aux jugements individuels de chacun. Dans la monarchie, ça fait un petit peu du sens avec l'aristocratie, c'est lorsqu'on supprime les privilèges pour les accorder à des favoris. Donc quand on favorise ses proches par rapport à d'autres. On l'a vu souvent avec certains rois de France qui donnaient du pouvoir à leurs favorites, comme Louis XV. C'est parce que ces principes-là contreviennent aux principes mêmes qui fondent la monarchie, qui sont la tradition et la loi coutumière. Et le gouvernement despotique, bien sûr, il est corrompu par sa nature. Dans ces conditions où la corruption apparaît, même les meilleures lois fabriquées par les plus grands sages et les plus grands experts du droit, des juristes compétents, deviennent mauvaises. Et on remet en cause d'ailleurs à ce propos, à ce moment-là, l'importance des serments, parce qu'ils sont prêtés devant des lois qui sont mauvaises, donc c'est des serments qui n'ont aucune valeur. Donc la loi, la tradition perdent de leur saveur, et c'est là que les régimes commencent à se perdre et deviennent corrompus, et qu'on voit des éclatements apparaître. Cette corruption naissante dans ces différents gouvernements est la cause principale créée par des excès dans ces différents types de gouvernements et qui amène à la perte et à la destruction de ces États, de ces types, de ces empires. L'exemple que Montesquieu a pris est celui de l'Empire romain qui nous explique comment l'Empire romain est passé de la conquête du monde occidental connu à la plus grande décadence. Qu'est-ce qui ont été les facteurs qui ont engendré cette perte, cette destruction de l'État, de l'entité étatique? Et donc, maintenant, dans la deuxième partie de ce podcast, je vais te raconter, grâce à l'exemple justement de l'Empire romain, qui est décrit dans Grandeur et décadence des Romains, publié par Montesquieu, comment la corruption a créé ces phénomènes, comment la corruption et ces excès sont nocifs pour une société, que ça soit du côté politique ou du côté des citoyens, quelles ont été les causes, qui sont les causes qui entraînent cette corruption et ces excès, quels sont les changements qui sont opérés dans l'État, quelles sont les maximes qui sont importantes, des définitions de la liberté politique, des influences de Montesquieu sur son époque et même aujourd'hui. On ira beaucoup plus loin dans la définition des gouvernements, qu'est-ce qu'ils représentent. Et je te présenterai également, dans la deuxième partie, l'héritage de Montesquieu. L'héritage de Montesquieu sur la société d'aujourd'hui. Tu verras qu'il a un héritage riche, dense, concernant certaines politiques, dont le libéralisme moderne. On va thématiser quelques conceptions qu'il a faites, en quoi Montesquieu a mis en garde la société contre les abus aujourd'hui et les dérives de notre société, mais aussi je te raconterai les influences qu'il a eues sur 3 personnages politiques importants du XVIIIe siècle. Donc il y a bien sûr David Hume, Adam Smith, et un 3e personnage, donc je te laisse la surprise, présenterai plus tard un personnage fondateur d'une des sociétés les plus considérées comme les plus grandes aujourd'hui, qui était beaucoup influencé par Montesquieu. Merci à toi d'avoir écouté cette première partie sur la corruption, sur les excès, sur qu'est-ce qui corrompt une société, comment une société devient corrompue. Donc si tu veux aller plus loin dans cette analyse, si tu veux savoir comment une société est corrompue, par rapport à quels principes, quels sont les principes de Montesquieu, comment Montesquieu a mis en garde, l'analyse qu'a fait Montesquieu justement des excès. Je te donne maintenant rendez-vous à bord du flot de l'histoire pour débloquer cette deuxième partie avec moi, pour apprendre quels sont les excès d'une société, comment ils entraînent une corruption, comment les éviter, comment une société disparaît, quel a été l'héritage de Montesquieu, l'héritage richissime de Montesquieu sur la société, sur la pensée moderne, quels sont les penseurs qui sont influencés, pourquoi ils sont influencés, je vais te parler très longuement de ces 3 personnages, de qu'est-ce qu'ils ont apporté sur la société moderne, quelles sont leurs pensées. Je te donne maintenant rendez-vous dans la seconde partie pour accéder à mon analyse politique de Montesquieu.